C'est la grande édition du journal Sérécophine Télévision. Bienvenue à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu le mardi 10 février à Kinshasa Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des opérations de maintien de la paix au centre des échanges, les rôles de la MONUSCO dans les mécanismes de suivi du cessez-le-feu issus des processus de Washington et de Doha, ainsi que les renforcements des efforts de stabilisation dans l'est de la RDC. Jonathan Makila pour plus de détails. Le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a échangé avec le président de la République, Félix Tshisekedi, sur l'appui de la MONUSCO dans la mise en œuvre du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu issu de l'accord de Washington et du processus de Doha. Objectif, renforcer le suivi des engagements et soutenir la stabilisation sur les terrains. Nous avons d'abord parlé des progrès des processus diplomatiques, les accords et les engagements pris à Washington, à Doha, l'engagement actif des partenaires internationaux, l'Union africaine, la communauté des Grands Lacs, les États-Unis, le Qatar, les efforts diplomatiques importants auxquels les Nations Unies sont pleinement associées. Jean-Pierre Lacroix a également évoqué les mandats de la MONUSCO renouvelés en décembre dernier pour une durée d'une année avec un accent sur la protection des civils et l'appui aux institutions nationales. La MONUSCO est prête dès maintenant à engager ce travail de vérification du cessez-le-feu et nous sommes prêts à commencer dès maintenant avec la zone d'Ouvira, d'où le M23 s'est retiré. Et dès que les conditions de sécurité pour nos vols seront réunies, la MONUSCO commencera ce travail. Plus tôt, il avait rencontré la première ministre Judith Suminwa pour faire les points sur l'état d'avancement des efforts de paix dans l'est du pays. Face à l'utilisation illégale des fréquences congolaises par un opérateur étranger, la première ministre Judith Suminwa Tuluka hausse les tons et engage résolument les gouvernements dans la défense de la souveraineté numérique nationale. Reçu à la primature le 10 février, les ministres des Postes et Télécommunications, les régulateurs et principaux opérateurs ont été instruits d'apporter une réponse technique immédiate à cette intrusion jugée préoccupante. Complément d'information dans ces récits. Autour de la première ministre, le ministre de Postes et Télécommunications, régulateurs et quelques principaux opérateurs du secteur. Cette entrevue s'est apaisantie sur l'intrusion numérique et l'utilisation illégale de fréquences congolaises par un opérateur étranger. Raison de plus pour l'exécutif national d'exiger une riposte structurée face à cette violation de son espace numérique. Nous avons été reçus par son Excellence Madame la Première ministre au sujet de la question épineuse de l'occupation de notre territoire par une société rwandaise MTN qui commence à exercer dans notre pays en utilisant nos fréquences sans avoir d'autorisation. Il fallait que nous venions avec les régulateurs, le président de la RPTC, mais également les opérateurs concernés, notamment RTL, Orange et Vodacom. Nous avons présenté la question et nous avons dit de Madame la Première ministre les orientations. La question reste technique, une communication technique se fera. La rencontre a également examiné les perturbations constatées dans le réseau de télécommunications et la fracture numérique qui bat son plein en RDC. Le problème de la qualité des services de communication a eu l'objet de plusieurs réunions et nous sommes même avec les régulateurs et les opérateurs sur ces réunions. Les solutions idoines sont en cours. La chef de l'exécutif a tout de même rappelé l'exigence de la mise en œuvre effective de 5% de parts sociales détenues par des Congolais dans les sociétés de télécommunications.
Et les ministres de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire Moïndo Nzangi a effectué le mardi 10 février une visite de travail à l'Office national des produits agricoles du Congo, ce dans le cadre de sa démarche de concertation avec les établissements publics placés sous sa tutelle. Cette mission fait suite aux préoccupations exprimées par les présidents du conseil d'administration de l'ONAPAC sur certaines difficultés de fonctionnement de cet établissement public. Plus de détails en images et commentaires. Devant le cadre et agent de l'ONAPAC, Moïndo Nzangi a rappelé la mission stratégique de cette institution dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, celle de la revanche du sol sur le sous-sol. Pour le ministre d'État, les bons fonctionnements de l'ONAPAC conditionnent directement l'efficacité de la politique agricole nationale. L'ONAPAC, c'est l'organisme de l'État qui encadre les secteurs les plus stratégiques de la vie de la nation. C'est le seul établissement qui est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Et donc, si l'ONAPAC ne marche pas bien, le ministère de l'Agriculture ne marche pas bien. Si on ne produit pas assez de café, de cacao, de kenguina, de VA et tous les restes des produits qui sont sur l'ONAPAC, le pays ne peut pas espérer avoir des devises, le pays ne peut pas espérer créer de la bonne richesse, la richesse verte, le pays ne peut pas espérer donner la possibilité de la soutenabilité de la monnaie nationale s'il n'y a pas des exportations de produits agricoles. Et pour un pays qui a 80 millions d'hectares, il faut absolument que l'accent soit mis sur les produits pérennes. C'est dans cette dynamique que le gouvernement a décidé pour la première fois de lancer une vaste campagne nationale de promotion de produits agricoles pérennes, une mission centrale confiée à l'ONAPAC. Il a conclu en appelant à l'unité, à la responsabilité et à la mobilisation collective pour relever le défi du secteur agricole, pilier essentiel de la souveraineté économique de la RDC. Autre chose dans ces journaux, la coopération sécuritaire entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique était au cœur des échanges entre les vice-premiers ministres de l'Intérieur et les chargés d'affaires américains récemment entrés en fonction à Kinshasa. Les discussions portaient sur la situation humanitaire et la poursuite du partenariat bilatéral dans un environnement régional marqué par de fortes tensions sécuritaires dans l'est du pays. Les détails dans cet élément. La diplomatie sécuritaire se renforce entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. À Kinshasa, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a reçu les chargés d'affaires américains récemment nommés en RDC. Cette rencontre, présentée comme une visite de courtoisie, a surtout permis de faire le point sur le dossier sensible, notamment la situation humanitaire et la coopération sécuritaire entre les deux pays. Un partenariat que Washington dit vouloir consolider dans un climat régional marqué par l'instabilité persistante dans l'est du pays. Nous sommes en train de renforcer notre coopération qui devient de plus en plus forte. Et je suis très optimiste. Il y a beaucoup de choses à faire et nous les faisons maintenant. Les autorités américaines ont par la même occasion réaffirmé leur engagement à accompagner la RDC dans ses efforts pour la stabilisation et la sécurisation du territoire. On va parler investissement où la République démocratique du Congo renforce son positionnement comme destination stratégique pour les investissements durables. À Washington, l'agence de pilotage des coordinations et des suivis des conventions de collaboration APCC a pris une part active à un forum économique de haut niveau consacré au partenariat RDC-États-Unis, axé sur la mobilisation des capitaux privés, la coopération institutionnelle et la promotion d'investissements responsables à fort impact. Regardez. Organisé dans un contexte mondial marqué par la transition énergétique et la reconfiguration des chaînes des valeurs, ce forum a réuni aux décideurs politiques, investisseurs américains, institutions financières, entreprises, think tanks et membres de la diaspora congolaise. L'objectif, présenter les opportunités concrètes qu'offre la RDC, tout en rassurant sur les mécanismes de gouvernance, de sécurité juridique et de durabilité des projets. Au cœur des échanges, l'APCC, par la voix de son directeur général Freddy Odichembo, a mis en avant les rôles de l'État congolais dans la structuration, la coordination et le suivi des conventions de collaboration conclues avec les partenaires étrangers.
américains. Notre structure se positionne comme interface entre le gouvernement congolais et les partenaires privés nationaux ou internationaux pour le développement des infrastructures de base dans notre pays et la valorisation de nos ressources naturelles. Placée sous la tutelle directe de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef du gouvernement, la PCSC est une réponse claire de son Excellence Monsieur le Président de la République aux investisseurs face à la lourdeur administrative et au cancer de la corruption au regard de la mobilisation des financements colossaux d'au-delà d'1 milliard de dollars américains. Et c'est pour cette raison justement que nous nous sommes engagés pour notre part dans cette tournée de sensibilisation et de mobilisation de la diaspora congolaise aux États-Unis. De Charlotte, North Carolina à Washington DC comme aujourd'hui, de Dallas, Texas à Atlanta, Georgia, de Chicago, Illinois à Cincinnati, Ohio, de Raleigh, North Carolina à New York City ou de Seattle, Washington à Portland sans nous y limiter, nous voulons que la diaspora congolaise des États-Unis prenne conscience que la destinée de la RDC se joue sous nos yeux, à notre époque et dans notre espace. Nous sommes tout aussi conscients que ce partenariat, qui est loin d'être une opportunité ordinaire, ne peut produire des résultats concrets que s'il est structuré, sécurisé et exécuté avec rigueur. L'appropriation de ce partenariat stratégique sont indispensables. Ayant eu une bonne compréhension des exigences des partenaires américains en matière de gouvernance, de transparence et de prévisibilité, vous êtes appelés à soutenir les efforts inlassables de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui a mené et continue à mener un combat qui mérite notre admiration et notre reconnaissance, celui de remettre notre pays au cœur des grands enjeux mondiaux tout en défendant son intégrité nationale. À travers sa participation remarquée, l'APCC confirme son rôle de cheville ouvrière de la coopération économique et de garant de la cohérence des engagements contractuels au service d'un développement durable et inclusif de la RDC. C'est sans doute une bonne nouvelle pour les finances publiques congolaises. Pour le 4e trimestre de l'année 2025, l'État a enregistré un gain de plus de 22 millions de dollars américains dans le secteur pétrolier pour la zone ouest. Les travaux de certification des pertes et manques à gagner du secteur pétrolier ont été conduits les mardis 10 février 2026 par les vice-premiers ministres de l'économie nationale. Ben Etchokouta nous rapporte les faits dans ses commentaires. Il s'agit au total d'un gain net de 22 311 802,43 dollars américains en faveur de l'État congolais. Un chiffre important qui marque un tournant dans le secteur pétrolier en RDC, en particulier pour la zone ouest. Je pense que ce que nous sommes en train de vivre avec le VPM à l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, on n'a jamais vécu ça dans le secteur des hydrocarbures. On a toujours eu un problème très sérieux, celui des paiements de pertes et manques à gagner. On s'est chamaillé avec les membres des gouvernements passés. On était tout le temps au ministère des Finances pour aller réclamer notre argent. Mais cette fois-ci, les finances dorment en paix. L'économie prend en charge les pétroliers nationaux. Donc ça veut dire que nous sommes très satisfaits. Cette performance s'explique par l'évolution favorable de plusieurs paramètres clés. Le prix moyen frontière commerciale, les volumes certifiés par le ministère des Hydrocarbures et les taux de change officiels publiés par la Banque centrale du Congo. Selon le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, le secteur pétrolier fonctionne désormais depuis près de 2 ans dans un mode de gestion plus autonome avec l'appui du système bancaire et sans financement du trésor public. La dynamique devrait se consolider avec la certification attendue des zones sud et est, considérées comme des zones structurellement génératrices de gains. Très bons résultats sur le terrain de fameux manque à gagner du secteur pétrolier en République démocratique du Congo, s'est rapproché de la vérité de prix des produits pétroliers tout en protégeant le pouvoir d'achat des consommateurs et en optimisant leurs recettes publiques. Tel est désormais notre objectif. Le ministère annonce des missions de terrain dans certaines provinces. Ces missions doivent affiner les structures des prix des produits pétroliers. Alors que la Direction générale des recettes de Kinshasa est passée à la vitesse supérieure dans la collecte de l'impôt sur les revenus locatifs, les Kinois appellent à une sensibilisation plus large autour de la réforme. Locataires, bailleurs et analystes économiques expriment leur inquiétude sur la collecte de cet impôt
essentiel dans l'accroissement des recettes provinciales. Les détails dans ce reportage signé Émile Kassangalo Pepe et Ruben Manata. L'exécutif provincial met les bouchées doubles dans la collecte de l'impôt sur le revenu locatif. L'imposition d'inversement de 22% de loyer à la DGRK en milieu urbain et 17% en milieu moins urbanisé suscite de vives réactions. Quoique la réforme permette l'État d'avoir des moyens de sa politique, les taux d'imposition s'avèrent très exorbitants, laisse entendre Charles Omambo, analyste économique. Les taux me semblent assez élevés, puisque lorsqu'on élargit l'assiette fiscale, lorsqu'on élargit le nombre de contribuables, quoique le taux soit réduit, on aura beaucoup plus de recettes. Mais lorsque le taux est élevé, il y aura la résistance. Un avis que partagent également les Quinois. Le loyer sert aux bailleurs pour l'entretien de la maison et le paiement des différentes factures. Mais c'est trop quand même. Il fallait même que ce soit même 2%, 3%, pourquoi toujours 22%? D'autres par ailleurs estiment que la vulgarisation et la sensibilisation autour de la réforme n'est pas assez efficace. C'est par la sensibilisation. Vous sensibilisez les bailleurs, vous dites que telle période, on va faire ça. Et pourquoi pas consulter aussi la population? Donc c'est une culture que nous sommes dans l'obligation de rappeler, prêcher même. Et vous allez constater que les bailleurs vont faire semblant sous prétexte qu'il n'y a jamais eu une campagne pareille. Or, avec la coordination du changement des mentalités en 2022, si je ne m'abuse pas, il y avait eu une campagne pareille où on prêchait de porte à porte. Pendant ce temps, l'hôtel de ville, via la DGRK, est plus que déterminé à aller jusqu'au bout de sa réforme, dont l'échéance court jusqu'au 28 février, après le report de la date butoir fixée initialement au 2 février. Les contrevenants ne s'apprendront qu'à eux-mêmes, car qui paye mal, paye 2 fois, dit-on. Toujours dans les chapitres concernant la ville-province de Kinshasa, il faut savoir qu'un business s'est érigé autour de la fabrication et commercialisation des matériels de déplacement pour les personnes à mobilité réduite, vélos, tricycles, béquilles, tribunes de marche, entre autres. Autant d'outils qui alimentent la production locale de ces secteurs, mais dont l'exercice exige l'encadrement des autorités compétentes, ont fait savoir ce mercredi 11 février les acteurs du secteur dans ces reportages signés John Mukengishaye et Ruben Manata. Il est dans ces commerces depuis 1989. Mboyo Bossala, président provincial de l'initiative des vendeurs de matériel et équipements de personnes vivant avec handicap, livre ici, du haut de ses 37 ans d'expérience, les méandres liés à l'exercice de ces business. Si on dit qu'il n'y a pas d'intérêt, c'est mentir. La manière dont nous avons commencé ce marché, avant et maintenant, c'est différent. Les autres matériels, c'est à travers le vélo d'occasion d'Europe. Sinon, il y a certaines choses qui nous maintiennent dans ces métiers. Nous avons formé beaucoup de jeunes. Parfois, nous pouvons faire même 1 mois sans vendre. Également président de l'usine de fabrication de vélos tricycles, il sollicite l'appui des autorités compétentes pour valoriser cette activité commerciale qui joue un rôle crucial en faveur particulièrement des personnes à mobilité réduite. Bon, on dit vente à matériel de personnes avec handicap, Mboyo Pendago a une possibilité. La vente de matériel de personnes vivant avec handicap, Mboyo n'a pas assez de possibilités. Ça demande de soutien, comme notre ministère. Qu'on puisse nous soutenir. L'idée est bonne. On peut aller avec sa loi, mais on n'a pas assez de possibilités. On n'a ni soutien. Seul moi qui ai formé, les autres qui sont partis ailleurs. Na formé pe baleki musupi ba bango ba partir ba donc normalement ça là bon. La fabrication locale de ces matériels peut contribuer à l'effort de renforcement de la productivité locale. C'est ce que tente d'expliquer Thomas Mongongo, responsable de l'atelier. Biso toza kaka batuto
Comme ça, c'est un commerce qui peut relever l'économie de notre secteur. Ces vélos se vendent à 250 et parfois à 350. Ça peut aider la fondation, mais aussi aider nos familles. Au moins 350, bien 4. L'encadrement du secteur et le soutien des autorités compétentes s'avèrent donc nécessaires pour doper l'entrepreneuriat local. À l'occasion du Mining Indaba de cette année 2026 à Cape Town, nous sommes comme ça en Afrique du Sud. La province d'Indaba s'affirme comme un acteur stratégique de premier plan dans l'industrie minière africaine, conduite par la gouverneure Fifi Masuka Saini. La délégation provinciale prend part activement aux échanges internationaux sur l'investissement minier, la gouvernance, la transformation locale et le développement durable, dans un contexte marqué par la montée en puissance de minerais critiques au cœur de la transition énergétique mondiale. Reportage. Indaba 2026 qui se tient du 9 au 12 février au Centre des conventions internationales du Cape Town a ouvert ses travaux ce lundi 9 février 2026. À la tête d'une forte délégation, la gouverneure du Lualaba y prend activement part. La rencontre réunit investisseurs, responsables gouvernementaux et acteurs majeurs du secteur minier pour débattre de l'avenir des ressources minérales africaines. Cette édition rassemble plus de 10 000 participants, parmi lesquels dirigeants d'entreprises, décideurs politiques et experts internationaux, placés sous le thème « Plus fort ensemble, progresser grâce au partenariat ». Cette édition poursuit la tradition du Mining Indaba, créé en 1994 comme principal forum africain dédié aux investissements et à la gouvernance minière. L'ouverture officielle a été marquée par une forte dynamique politique et économique avec des échanges centrés sur la gouvernance, l'innovation, le développement durable et la compétitivité des chaînes des valeurs minières africaines. Dans un contexte mondial où le cuivre, le cobalt et le lithium jouent un rôle clé dans la transition énergétique. Le président de la République des Zambie, Hichilema, a pris la parole lors de l'allocution inaugurale. Il a souligné l'importance d'attirer des investissements responsables pour créer des emplois et soutenir la croissance économique tout en mettant l'accent sur la coopération régionale pour le développement intégré de la ceinture qui préfère africaine, incluant la Zambie et la République démocratique du Congo. La RDC y joue un rôle considérable. La délégation congolaise, conduite par le ministre des Mines, Louis Waton Kabamba, a participé à l'un des panels de cette première journée, insistant sur la structure du secteur, la sécurisation des investissements et la transformation locale des minerais pour maximiser la valeur ajoutée nationale. La province du Lualaba se distingue par une présence forte et organisée sous la conduite de la gouverneure Fifi Masuka Saini, qui affirme son rôle de leader pour la valorisation des ressources minières. Et elle est accompagnée d'une délégation provinciale de haut niveau. La participation du Lualaba à Mining Indaba 2026 intervient à un moment crucial, alors que la République démocratique du Congo et ses partenaires répondent à la démarche croissante des minerais critiques pour la transition énergétique mondiale, tout en veillant à ce que cette richesse profite aux communautés locales et à l'économie nationale, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans les jours suivants, la gouverneure Fifi Masuka Saini est attendue pour intervenir dans plusieurs panels portant sur la transformation locale des ressources, le développement durable, l'implication des communautés et les partenariats publics-privés pour stimuler la croissance industrielle dans la province. Ces interventions renforceront le rôle stratégique des provinces minières africaines dans la mise en œuvre des politiques d'investissement et d'industrialisation. La gouverneure de la province du Lualaba a dans la foulée effectué également une visite des stands, parmi lesquels celui de la République démocratique du Congo. Voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci de votre attention, merci de votre fidélité et surtout, restez sur Ecofin Télévision pour la suite de notre très cher programme.